Ah non, non, on ne fait même pas la guerre. Non, c'était tous événements familiaux et parfois il a filmé quelques événements locaux. Mais en général, c'était surtout la famille qui était filmée. Il était très franc, il s'introduisait un peu partout pour pouvoir filmer, malgré les autorités, etc. Si bien que pendant la guerre, il a su prendre des événements de la guerre que d'autres n'auraient pas osé prendre, quoi. Voilà pourquoi on a filmé des choses... Je ne sais pas si elle présente un intérêt historique, mais en tout cas, elle présentait pour nous un énorme souvenir. Les jeux occupent une place importante dans les films de famille. À leur manière, ils explorent aussi l'univers des hommes. 1939, la guerre d'Espagne s'achevait, laissant le pays profondément meurtri par des années de combats fratricides. José Noriega filmait en alternance 2 chiens qui se disputaient un bâton et ses 2 fils qui se disputaient un arrosoir. À des milliers de kilomètres de là, Paul Devroy filmait des gamins qui jouaient aux soldats dans les rues de Bruxelles. Au milieu du salon familial, les fils d'Hector Piron improvisaient de superbes batailles de soldats de plomb. Quelque part en Hollande, des gamins rêvaient de raids aériens en jouant avec des avions en bois. Dans le ciel allemand se profilait l'ombre d'un Heinkel. Dans un petit village belge, les enfants de soldats mobilisés imitaient les drills militaires de leur père absent de la maison. Depuis longtemps, les adultes avaient inventé le cirque, où des bouffons jouaient les drames dans les convulsions d'un rire. 1937, Châteaulin, Michel Mazet filme la cavalcade de la mi-carême. Parmi les clowns hilars et larmoyants, les silhouettes d'Hitler et de Mussolini enterrent symboliquement la société des nations. Nous nageons tous dans la bêtise. Et l'on invente des drapeaux, on met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. 1938. Sur la grande place de la ville de Roulers, il ne s'agit plus de jeux ou de mascarades, mais d'un spectacle didactique. Un habitant de la localité filme la démonstration spectaculaire. Les évolutions des masques de la protection civile évoquent dans un ballet impressionnant et presque irréel les gestes qui sauvent en cas de bombardement au gaz toxique. L'utilisation des gaz au cours de la Première Guerre mondiale est présente dans tous les esprits. Le réalisme est saisissant. On s'y croirait déjà. Dans une ville allemande, un portrait d'Hitler accroché au mur de la maison de poupée semble veiller paternellement sur les jeux de la petite Hannelore. Pendant ce temps, l'Europe mobilise ses armées. On mobilisait, mais on se demandait bien pourquoi, parce que nous n'allions pas avoir la guerre. Hein. Ah non, on ne voyait pas cela comme ça, tout allait se passer. Non, ce n'était pas possible, on n'allait pas avoir la guerre. Et puis... Ou 1939. Un jeune cinéaste finlandais de passage à Zurich filme l'exposition nationale suisse. Image classique de pavillons soucieux de témoigner du savoir-faire humain. Au hasard des découvertes, voici des panneaux animés révélant au public l'ingéniosité des mécanismes de mise à feu des obus. Dehors, dispersés dans les parcs, des canons, des postes d'observation, des mitrailleuses et toutes sortes d'engins de mort entourés de mannequins agrémentent la promenade des visiteurs. Ou 1939. En Belgique, la foudre tombe sur un pont bourré d'explosifs. Mais oui, c'est la maison. On reconnaît la maison du coin. Je crois que c'est une maison de retraite maintenant. Oui, maintenant. C'est le pont du Val-de-Benoît. J'étais déjà de mobilisation. L'armée belge avait donc miné le pont pour qu'il soit prêt à faire sauter en cas d'invasion, parce que c'était une ligne
peu important de communication entre l'Allemagne et le reste de la Belgique. Il y a eu un orage qui a mis une étincelle au paquet de dynamite. Ou 1939, Vannes en Bretagne. Le président de la rencontre interceltique des druides exprime les inquiétudes du temps. Comme président du Cornwall British Legion, je me souviens des membres, ceux qui vivent après une guerre dans laquelle nous avons perdu tant de nos camarades. Malheureusement, à présent, il est impossible de dire si nous gagnerons les fruits de la paix ou les malheurs de la guerre. Pendant ce temps, des étudiants en pharmacie bretons visitaient une ville universitaire allemande. Des guides zélés leur révélaient les réalisations du régime nazi. Ce sont les seules informations recueillies sur ce film, retrouvées il y a quelques années sur une poubelle d'une ville bretonne. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Ou 1939. En Belgique, le public se presse pour visiter une exposition d'un type nouveau qui vient d'ouvrir ses portes dans la ville de Liège. C'est une exposition qui était somme toute faite pour glorifier l'eau, donc en général. Il y avait tous les palais, il y avait des pays de toutes sortes, donc malheureusement la guerre s'est déclarée entre la France et l'Angleterre et l'Allemagne. Alors l'exposition s'est terminée brusquement, donc là. Et la dernière image que j'ai de la fermeture de l'exposition Clos, c'est un immense militaire britannique avec son grand bonnet à poil et son uniforme rouge, qui joue, je ne sais plus quel instrument de musique, mais très imposant, en cuivre comme ça, très nostalgique. Je crois qu'il avait bu beaucoup de bière. Et il est assis sur une petite chaise de kiosque comme ça, tout seul, à 4 heures du matin, et il joue. Et l'exposition ferme. 1er septembre 1939. Les troupes du Reich envahissent la Pologne sans déclaration de guerre. Hitler refuse de retirer ses troupes du territoire conquis. La France et l'Angleterre se considèrent en état de guerre avec l'Allemagne. Cette année-là, le Führer fêtait ses 50 ans. Un cinéaste anonyme filmait la ville de Mülheim en effervescence. Une foule attentive suivait sur des cartes la progression des troupes allemandes en Pologne. Les civils écoutaient attentivement les communiqués radiophoniques. Le monde retenait son souffle. Alors il y avait des choses qu'on ne comprenait pas à un moment donné où, à la frontière franco-belge, on a fait tourner les troupes, n'est-ce pas, en direction de la France, où on voulait rester neutre. Et alors il y avait aussi bien, n'est-ce pas, la défense organisée du côté vers l'Allemagne et puis celle vers la France. Voyez maintenant le télégramme qui vient de Berne annonçant la mobilisation générale des couvertures frontières. Grande animation dans le bureau communal. L'administration communale est sur les dents. Voyons monsieur Benoît au téléphone, monsieur Meignier,
et le garde-police, M. Paul Schleppi, qui prend les affiches pour aller les poser au village. L'alarme est donnée par des tambours. L'oncle Armand, chef de section, qui colle l'affiche officielle de la mobilisation de guerre. Les habitants étaient tendus. Cette fois, on prépare les populations à assurer leur rôle de victime en puissance. À ce moment, qui peut s'imaginer blessé, hurlant de douleur, abandonné le long d'un chemin? Chacun met toute sa bonne volonté pour participer à ce qui ressemble à une dernière répétition générale. La population s'applique. Imagine-t-on vraiment qu'il faudra dans quelques jours, quelques mois, utiliser ces masques, accomplir ces gestes pour sauver sa vie ou celle d'un voisin? Personne alors ne pouvait avoir une idée des horreurs et des drames qui ravageraient bientôt le monde entier. Je crois qu'il y avait guère d'informations de ce qui se passait de l'autre côté. Dans certaines familles, n'est-ce pas, on éprouve un choc. Il faut se figurer, n'est-ce pas, la composition de la famille intéressée. Si c'est un jeune homme, que sais-je, 20-21 ans, célibataire, ben, il partait plus allègrement qu'un père de famille. Surtout si le père de famille avait des enfants. C'est compréhensible. J'étais mobilisé le 28 août 1939 et je suis sorti de mon uniforme en revenant d'Allemagne en 1945. Anvers, janvier 1940. L'hiver fut particulièrement rude. En Pologne, la guerre semblait finie. On ignorait si c'était encore la paix ou si le monde avait déjà basculé dans la guerre. Le dimanche, on profitait d'une promenade pour filmer les enfants qui grandissaient. À l'abri des bruits du monde, M. Grégoire filmait son fils qui construisait de superbes châteaux. Construire, alors que partout les outils de destruction se mettaient en place. L'école avait repris. Il fallait s'occuper des devoirs. Ne pas oublier d'enregistrer ses sourires le soir avant d'aller se coucher en espérant que rien ne viendrait détruire cette quiétude. L'Union soviétique n'avait pas réussi à envahir la Finlande. Le long de la frontière française, il y avait bien eu quelques engagements, mais le calme était revenu. Les soldats comptaient les jours dans l'attente d'une permission qui les sortirait de la torpeur de l'attente. L'installation du pasteur Gerber fut un grand moment de ferveur auquel tout le monde prit part. Les aumôniers militaires, bien entendu, étaient de la partie compte tenu des circonstances. Il y eut aussi un formidable pique-nique, une vaste taurée sur les hauts du village. Ce fut la dernière manifestation de ce genre avant la fin de la drôle de guerre. Tout le monde y était coude à coude. Un beau jour, un escadron de tanks traversa le village comme s'il se rendait au front. Cela créa un choc. Les fermiers qui avaient eu la chance de ne pas être rappelés sous les drapeaux avaient repris les travaux des champs. Le rythme des saisons avait ses impératifs. Le curé Fek observait attentivement leurs gestes. Il filmait les premières séquences d'un documentaire qu'il baptiserait « Notre pain quotidien ». Le mercredi 8 mai 1940 fut une journée de printemps ensoleillée.
Un temps idéal pour les promenades. Chacun appréciait le soleil qui avait fait défaut pendant le dur hiver. Dans les environs de Tournai, les soldats s'entraînaient. Les évolutions d'un curieux engin chenillé faisaient sourire. Les démonstrations des militaires faisaient penser à de grands jeux collectifs. Tout semblait extraordinairement calme, serein. Trop calme peut-être. Grand-père servait l'apéritif. Maman secouait la salade. La famille savourait les petites joies d'un bonheur quotidien. Paul Druckmann ne pouvait s'imaginer qu'il filmait les dernières images du temps de paix. La sirène s'est mise en marche là, le 10 mai 40 et mon père a ouvert la porte de ma chambre et m'a dit « c'est la guerre ». Et à ce moment-là, lui était livide et moi je me suis dit « mais si ça doit éclater, mon Dieu que ça craque parce qu'on ne sait pas continuer comme ça ». C'est une pensée que j'ai souvent regrettée parce que ce n'est qu'à ce moment-là que ça a vraiment devenu tragique. Et mon souvenir de mon évacuation la plus pénible, je vais dire, c'est d'avoir le nez dans un gros bouquet de pivoine, avec au-dessus de ma tête des tas de hannetons qui voletaient, mais aussi les avions des Allemands et qui mitraillaient le long de la route d'Abbeville. Après la Hollande et la Belgique, la France, à son tour, capitule. Arrivé avec les premiers régiments allemands dans la capitale française, le soldat Kaiser filme le défilé des troupes victorieuses près de l'Arc de Triomphe. Je crois que ce manque total de confort des années de guerre, n'oubliez pas aussi l'occultation, n'oubliez pas que toutes les fenêtres étaient barrées de papier collant, qu'on vivait vraiment en tirant les volets, on n'avait vraiment plus de vrai plaisir à vivre, je vais dire au quotidien, c'était très difficile. Il y a un peu de fiction dans ce film, bien entendu, n'est-ce pas? Mais le fond, c'est donc quelque chose de vécu, de réel. Pour avoir de la farine ou pour avoir toutes sortes de la viande, c'était tout. Sans timbre, vous ne receviez rien dans le magasin. J'avais coupé tous les petits timbres et je les avais mis dans un petit carnet spécialement pour ça. Le pain blanc n'existait pas. Et le pain était très mauvais, n'est-ce pas? Surtout à la fin de la guerre, vers les années 43, on y mettait un tas de choses. Je suppose des pois. Il fallait deux couteaux, un pour couper et l'autre pour enlever la crasse, n'est-ce pas, qui était sur le couteau. Et pourtant, les enfants, qui ne connaissaient rien d'autre, ils mangeaient. Le cinéaste Herr Trieger faisait partie de ces jeunes militaires allemands en route vers un camp d'instruction quelque part en Pologne. La propagande leur avait promis de voir du pays. De part et d'autre des voies, des ruines rappellent les récents combats. Les incendies se sont éteints pour un instant. Le rythme régulier du train emporte les jeunes soldats d'une armée d'occupation à travers une terre étrangère dont ils ignorent les souffrances. Demain peut-être, avec la même insouciance, ils surveilleront un de ces convois dans lesquels on commence à déporter des civils vers les camps de concentration.
Les bombardements et les combats ont défiguré Varsovie. À l'ouest de l'Europe, dans d'autres pays occupés, l'armée allemande entreprend une campagne de séduction vis-à-vis de la population. Il s'agit de donner une image positive des envahisseurs. Mais en général, ils étaient courtois et ils essayaient d'avoir un bon contact. Il y en avait un jour un qui était allé chercher des chocolats, qui voulait donner à mon fils, que j'avais sur les bras, et je lui ai tourné le dos. Et maintenant, avec le recul, eh bien, je le regrette. On avait encore à ce moment-là la haine de l'Allemand, et en fait, c'était une erreur. Parce que je vais vous dire que celui qui a arrêté mon père et qui marchait devant était un Belge. Maintenant, tous les regards se tournent vers l'Angleterre. War has at all times called for the fortitude of women. Even in other days, when it was an affair of the fighting forces only, wives and mothers at home suffered constant anxiety for their dear ones, and too often the misery of bereavement. Their lot was all the harder because they felt... Installée en France, l'aviation allemande prépare le bombardement systématique des principales villes anglaises. Sur le champ d'aviation de Dreux, au nord-ouest de Paris, le soldat Kaiser filme les mécaniciens qui s'affairent autour des bombardiers. Dans quelques heures, ces avions sèmeront la mort sur Londres, Coventry et d'autres cités dont les noms rentreront tragiquement dans l'histoire. Bravant les dangers, la jeune cinéaste Rosie Newman filma jour après jour les malheurs et la détermination d'une population anglaise faisant face aux menaces allemandes. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed, and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. Quand on a commencé à entendre parler de la bataille d'Angleterre, on savait très très peu de choses, mais on savait qu'il y avait eu une tentative plus ou moins de débarquement du côté de Boulogne, etc. et beaucoup d'histoires. On avait vu revenir des brûlés, il y avait des choses qui filtraient. Et déjà à ce moment-là, chez nous en tous les cas, on était tous convaincus qu'il fallait résister et qu'on finirait par les avoir. Les Anglais savent qu'une invasion peut venir du ciel, mais aussi de la mer. Le long des côtes, d'impressionnants dispositifs sont mis en place. Le café, boisson traditionnelle de certains pays, se fait rare. On s'en accommode en y mêlant toutes sortes de denrées qui lui donnent un goût douteux. Cela occupe, en attendant l'heure des informations de Londres. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, rêvez des V. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en des V les Dorisbords. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez V, 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 V. En ville, on était quand même confronté à des problèmes graves, à des problèmes de nourriture, à des problèmes de marché noir, à des arrestations tout le temps. Mais ailleurs, je sais pas. Dans les campagnes, tout ça, ils ne savaient pas. Ils pensaient surtout à gagner beaucoup d'argent en vendant
ce qu'ils pouvaient vendre sur le côté, là. Enfin, c'est pas vrai pour tout, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont caché des juifs, qui ont caché des résistants, et il y avait là aussi des gens très valables. Ça fait un beau chapeau, madame. Quel beau chapeau que vous avez. Ne provient-il pas d'une vente réclame, d'une fin saison au bon marché, ou d'Uniprix, ou de chez Sama, ou du rayon Jouet de chez Prima? Ça fait un grave chapeau, madame. Quel top chapeau que vous avez. Qu'est-ce qu'on était contrôlé pour tout, hein? Même dans les gares, hein, il fallait ouvrir ses valises, il fallait... il y avait tous des hommes en civil qui circulaient tout le temps, là, pour l'alimentation, coincer les smokers. Mais il était malin. Les rues de Bruxelles filmées par un soldat allemand pourraient faire croire que rien n'a changé. En fait, ces passants ont perdu leur liberté. Le quotidien est fait de rationnement, car l'armée allemande réquisitionne nourriture, vêtements, matières premières pour ses besoins. La presse libre a cessé d'exister. Seule la propagande à la parole. Dans les pays occupés, la démocratie a disparu. Ah mon Dieu, des rutabagas. Ça c'était horrible. Je me suis toujours demandé pourquoi on devait manger des rutabagas. Des rutabagas, ça goûtait à la fois le sucre, c'était absolument dégueulasse. On avait un jour essayé de faire des frites avec du rutabagas, c'est encore pire. La rue des Radis était en somme visitée par tous les Bruxellois. Je crois qui avaient besoin d'acheter du pain ou d'acheter d'autres choses encore. Nous y avons rencontré des Allemands, ce qui est quand même assez étonnant. Je ne sais pas s'ils venaient pour acheter, ça je ne l'ai pas remarqué, mais en tout cas, il y avait des Allemands qui circulaient et qui étaient probablement intéressés. Rien ne dit non plus que les Allemands ne vendaient pas certaines choses, hein. Le marché noir était interdit, mais je suis convaincu que ce n'est pas à cet endroit-là qu'on s'en occupait. Il fallait que la population de Bruxelles, malgré tout, trouve de la nourriture, et elle savait où il fallait le trouver. Les nombreuses restrictions et privations ne réussirent pas à saper complètement le moral de la population. Témoin cette fiction réalisée avec humour par un cinéaste breton. En résumé, faute d'argent et de timbres de ravitaillement, la famille Lemeur ne peut fêter l'anniversaire de la petite Marie. Mais voici qu'un ami les invite. Dans le salon, un tableau précise les jours sans viande, sans apéritif, sans dessert, comme la chanson interprétée à l'époque par Fernandel. Très vite, on comprend que l'ami, sans doute fortuné ou débrouillard, parvient à se jouer des difficultés d'approvisionnement. Nous avions dans le temps des jours gras, des jours maigres, des jours ensoleillés, des jours pluvieux ou secs. Maintenant, à date fixe, pour parler petit nègre, nous avons des jours sans ou bien des jours avec. Les jours sans, on le sait, sur les autres dominent. Il y a les jours sans bonbons, les jours sans cervelas, les jours sans pâtisserie comme les jours sans fine. Il n'y a que les jours sans facture que nous ne connaissons pas. Quand il manque ce qui manque, on se console en disant c'est un jour sans. Parmi tous les jours sans, il en est, c'est dommage, où rien ne réussit car tout vous fait défaut. Vous vous levez le matin, vous êtes sans courage. Comme il a gelé la nuit, zut, c'est un jour sans eau. Vous partez au bureau sans faire votre toilette. Vous avez bien envie de prendre un petit déjeuner. Mais c'est la fin du mois, c'est un jour sans galette. Vous déjeunez par cœur et vous vous raisonnez. Oh, de toute façon, vous dites, j'aurais pas eu de croissant. C'est un jour sans. Peu de jeunes gens répondirent aux appels à la collaboration de l'occupant. Une autre initiative allemande encouragea les sans-emploi à aller travailler en Allemagne. On promettait un salaire élevé, des congés réguliers et des avantages pour la famille. Ceux qui partirent, comme ici en Hollande, déchantèrent rapidement car les promesses n'étaient pas tenues.
Ah, le vélo a été le moyen de transport. Il y avait très peu de voitures. Nous, notre voiture a été réquisitionnée en rentrant de notre évacuation. Nous n'avons plus de voitures. Alors, il y avait des voitures qui marchaient au gaz et qui étaient autorisées, mais il y en avait très peu. Hein. Il faisait bien sûr des défilés, mais quand il pouvait dénoncer quelqu'un, il le dénonçait. Il faisait des descentes dans certaines maisons. Celui qui avait un peu de ravitaillement, il fallait le cacher. C'était ça qu'ils faisaient. Hein? Ils essayaient de vous attraper, quoi. Au point de vue vêtements aussi, c'était terrible. Vous savez faire toute la guerre avec un seul manteau. Est-ce que vous imaginez ça? Moi, j'avais perdu tous mes vêtements dans le début de la guerre, y compris ceux des enfants. Et ma mère m'avait offert juste au retour un très beau manteau. Et au milieu de la guerre, je l'ai retourné. Je me suis aperçu que ce manteau qui était à petits carreaux était un manteau à chevrons de l'autre côté. J'ai eu à un moment donné l'impression d'avoir un nouveau manteau. Et c'était très important quand même. Ça, c'est une scène extraordinaire. Il y avait des transports de charbon de la gare de Mons vers Dour. Et il y avait une connivence de ce temps-là entre le chauffeur de la locomotive et quelqu'un du patelin. De telle façon que le tram, quand il était chargé de charbon, ralentissait. De telle façon que les gens, comme vous avez pu remarquer, les plus agiles du minimum, pouvaient monter sur le tram, sur les wagons du tram, lancer le plus de gaillettes possible par terre, quand le tram était passé, réaccélérer, et les gens après ramassaient le charbon qui se c'était toujours au tram près. Qu'il s'agisse de l'aviation allemande ou alliée, qu'il s'agisse de raids tactiques ou stratégiques, les bombardements frappèrent aveuglément les populations civiles. Ces scènes proviennent de plusieurs pays européens. Elles ont été filmées par des cinéastes amateurs à différents moments de la guerre. Les images se complètent et révèlent un même scénario redouté qui fit les cauchemars d'une génération. Dès le début de la guerre, des milliers de prisonniers arrachés à leur foyer furent parqués dans des camps dispersés à travers l'Europe. Séparés de leurs familles, militaires et civils endurèrent la solitude, les brimades, les mauvais traitements. Dans tous les foyers, on entendait fredonner une même chanson qui parlait d'attente et d'espoir. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine, j'ai perdu l'espoir de ton retour.
En ville, l'occupant désigne les Juifs comme responsables de tous les malheurs. Les dernières affiches affirment qu'en luttant sur le front russe, on défend son pays. Le 22 juin 1941, les armées allemandes attaquaient l'Union soviétique. La propagande affirmait qu'il s'agissait de défendre une civilisation européenne assaillie à l'Est. Certains soldats allemands emportaient une caméra. Tout au long de leur déplacement, comme ici vers le front russe, ils filmaient discrètement des scènes anecdotiques de leur vie quotidienne. Nous sommes loin des fringants militaires posant le sourire aux lèvres pour la propagande. Le hasard confrontera certains d'entre eux avec la réalité d'une autre guerre, loin des champs de bataille et des engagements auxquels ils participaient. C'est ainsi que, près de la ville de Libau, en Lituanie, Reinhard Wiener filme une des premières exécutions publiques de civils juifs. Juli-August 1941 habe ich den Film in Libau gedreht. Und an diesem Tag haben wir am Nachmittag einen Ausflug gemacht nach Libau und wollten uns Libau ansehen. Kamen auch in ein parkähnliches Gelände zwischen Libau und dem Strand. Und in diesem Gelände kam uns ein deutscher Soldat entgegengelaufen, ziemlich niedergeschlagen und fassungslos, und winkte gleich uns zu, wir sollten nicht weitergehen. Wir fragten, weshalb. Ja, da wäre es grausig, da werden Juden erschossen. De plus en plus régulièrement, les lecteurs de la presse aux mains de l'occupant apprennent la mort de jeunes hommes tombés sur le front de l'Est. À Verviers, la Légion wallonne pro-allemande enterre 3 des siens tués au cours d'engagement en Union soviétique. Éprouvée par les interdictions, les dangers quotidiens et la vie désorganisée, la population profite de toutes les occasions pour se changer les idées, se divertir et résister à l'ennui. L'organisation de manifestations sportives permet de se réunir et de récolter les fonds nécessaires à l'envoi de colis aux prisonniers. Alors ici à la Croix-Rouge, ils contrôlaient les colis. On filait la laine, d'abord la laine de brebis, on tricotait des chaussettes avec ça. Alors des cigarettes, parfois on faisait des galettes, parfois un morceau de chocolat, mais c'était assez rare, hein, on était très rationnés. Alors on mettait ça dans une boîte en carton, puis alors on allait les porter à la Croix-Rouge. Lisbonne, 1941. Le temps d'une escale, Edmond Gaillard filme des scènes typiques de la vie paisible de la capitale d'un pays neutre. Depuis quelques mois, les puissances en guerre ont autorisé des bateaux de la Croix-Rouge à embarquer à Lisbonne des colis destinés aux prisonniers de guerre. Ces secours proviennent de pays neutres. Ils sont acheminés vers la Suisse via Marseille et Gibraltar. En tant que représentant suisse de la Croix-Rouge internationale, Edmond Gaillard est chargé de convoyer les marchandises. C'est aujourd'hui le grand départ. Je suis avec M. Saugy, qui était un camarade de CICR aussi. J'assiste au chargement du bateau. Je dois contrôler chaque expédition, chaque convoi qui doit être déposé à un endroit bien déterminé afin qu'on les retrouve à Marseille dans le même ordre pour aller ensuite à Genève. Et maintenant, nous quittons définitivement de Lisbonne pour Gibraltar. Les perspectives humanitaires donnent un sens à la vie de ces hommes, mais la situation est bien différente dans les pays occupés où le temps semble s'être arrêté. C'était
dans mon esprit, un arrêt de ma vie. Heureuse d'avoir eu 2 enfants à 20 ans, mais autrement, c'était rien d'autre que l'attente. Et pendant ce temps-là, Rosie Newman filmait l'arrivée des premiers convois qui atteignaient la côte anglaise après une périlleuse traversée de l'Atlantique. Ces navires apportaient tout le matériel nécessaire à l'organisation de la résistance contre les visées allemandes. Battant en pavillon neutre, le bateau sur lequel navigue Edmond Gaillard est en vue du célèbre rocher de Gibraltar. Gibraltar, verrou de la Méditerranée, incontournable citadelle portuaire. Tous les marins scrutent anxieusement la mer à la recherche d'éventuelles mines allemandes ou italiennes dérivant au ras des flots. Rapidement, le bateau reçoit la visite d'une commission de contrôle chargée de vérifier la conformité de la cargaison. Les cales, les caisses sont soigneusement inspectées. Généralement, tout se passait bien. Une fois remplies les formalités, le Vega lève l'ancre pour quitter la rade. Edmond Gaillard continue de filmer la progression du navire. Il mettait le cap sur Marseille quand un sous-marin leur barra la route. Le canon était pointé sur le navire. Le commandant du sous-marin leur demanda la nature de la cargaison. À bord, ce fut la stupeur. Tout le monde était convaincu qu'ils bénéficiaient de la protection des belligérants qui auraient dû être informés de leurs activités. Heureusement, l'incident se termina rapidement et le Vega put reprendre sa route. Le navire est en vue du château d'If. Un bateau pilote le rejoint et l'aide à entrer dans le port de Marseille. Le voyage touche à sa fin. De 1941 à 1942, Edmond Gaillard passa 500 jours à convoyer une vingtaine de fois des navires du CICR. Pendant toute la durée de la guerre, 43 bateaux battant pavillon finlandais, portugais et suisse se relayeront pour acheminer plus de 450 000 tonnes de marchandises de Lisbonne à Marseille. Une fois à quai, le déchargement prendra 1 jour et demi. 5 à 600 tonnes de sacs postaux contenant le courrier destiné aux prisonniers, des caisses de nourriture, passeront des cales du navire sur des trains de 50 à 60 wagons. Ces convois gagneront Genève, où la cargaison sera stockée dans les entrepôts du CICR avant d'être répartie vers les différents camps d'internement. Si les Allemands avaient appris que nous avions des cochons, ils seraient venus les chercher. Ça, il n'y avait rien, surtout en 40. C'était pire, hein, c'était la plus dure année, ça, au point de vue alimentation. On ne pensait plus qu'à ça. Nous, on faisait manger les enfants d'abord. Hein, et puis, on disait, qui c'est qui fait le crocodile aujourd'hui?
C'est-à-dire que tout ce que les enfants avaient laissé dans leur assiette, on mangeait. 18 grammes de jambon, 7 grammes de fromage, 1 verre de lait, 35 grammes de sucre, 14 grammes de viande, 18 grammes de légumineuses. Utilisant une boîte d'allumettes comme référence, un cinéaste montre avec humour la quantité d'aliments qui composaient la ration quotidienne des Hollandais. Tout le monde était devenu mince. Alors des gens avaient perdu des 10-15 kilos comme ça en 6 mois de temps, simplement en ne mangeant plus de graisse. Les pénuries, la sous-alimentation chronique, exposaient la population aux maladies et menaçaient la santé des enfants. De nombreuses initiatives animées par des bénévoles tentèrent de soulager les détresses et organisèrent des activités pour les divertir. Des grands jeux les aidaient à retrouver un sourire. Mais ces réunions permettaient surtout la distribution de lait et d'aliments dont ils avaient le plus grand besoin. Pour un peu, on serait parvenu à oublier la guerre. Malgré tous les malheurs et l'avenir incertain, la vie continuait. Les jeunes gens qui avaient eu la chance d'être épargnés par la guerre n'hésitaient pas à convoler en juste noces. Et voilà, on donne des œufs pour Sainte-Claire pour qu'il ne pleuve pas, le jour du mariage. C'est un ouvrier de la ferme qui l'a donné de la part de la ferme et qu'il a un cheminot qui passait. Généralement, on promettait de donner un œuf au premier mendiant qui passerait. Et c'est justement ce que voit là dans le film. Hein, il y a un mendiant qui est passé justement le jour même de la noce. Quoi. Le matin, quoi. Ouais. En décembre 1941, Hitler décrétait que tous les individus estimés dangereux pour la sécurité du Reich seraient désormais déportés en Allemagne. Depuis quelque temps déjà, le port obligatoire de l'étoile avait révélé la mise en pratique d'un plan d'extermination et d'assassinat organisé de l'humanité. Partout en Europe apparurent les sinistres silhouettes de camps d'extermination. À Plaszow en Pologne, Franicine cacha sa caméra sous un manteau pour prendre ces images peut-être uniques d'un camp de la mort. N'oublions quand même jamais que les camps de concentration allemands ont d'abord été remplis par les Allemands, avant d'être remplis par ceux qu'on prenait ici. On arrêtait le tram, et puis on faisait descendre tout le monde. Alors on devait se mettre le long du mur, avec les mains en l'air, et on vous tâtait comme ça, et on vous fouillait les poches, et puis on remontait quand il n'y avait rien. On essayait de prendre Londres, parfois sans succès. Ça a été beaucoup brouillé, on prenait des tas de précautions, de ne pas laisser l'indice d'écoute quand on avait fini d'écouter les journaux parler, etc. Mais on était branchés chez nous tous les jours, tous les jours. Tandis que la guerre se poursuit et que tant de jeunes vies disparaissent, ce sont les premiers titres du film réalisé par Marcel Gruyard pour annoncer la naissance de sa petite fille Maria. Les images tournées au moment où la guerre entrait dans une nouvelle phase de répression. Du sang, du travail, de la sueur et des larmes.
Les moments de bonheur étaient rares et précieux, l'angoisse permanente, les lendemains incertains. Personne n'osait faire de projet à long terme. La résistance naissait, la guerre se poursuivait. Des soldats allemands saisissent les bicyclettes et les cloches de l'église. Pour la prochaine fois, un peu de compote de pommes, s'il te plaît. J'ai trahi le peuple allemand. « 1942. La deuxième armée hongroise traverse l'Ukraine et se dirige vers le front de l'Est. Filmé sur les rives du Don par l'aspirant Laszlo Ratz.
Après la bataille de Karatoyak, des soldats russes faits prisonniers ou morts au combat. « 1941. Le drapeau nazi flotte sur l'Acropole. La faim. Les gens attendent pendant des heures leur ration quotidienne d'un pain pétri avec de la sciure, 97 grammes et demi. Quelque part en Belgique, au début des années 40.
Pays-Bas, 1942. Arrivée de prisonniers juifs au camp de concentration de Westerbork. Filmé par le prisonnier Rudolf Breslauer sur ordre de Geimecker, le commandant du camp. Entre 1942 et 1945, 120 000 personnes ont été envoyées de Westerbork vers les camps d'extermination. Marie-Olga Kobiszkowa. Tourné aux Pays-Bas par le soldat allemand Otto Huhn. J'ai trahi le peuple allemand. Je suis une salope polonaise. Notre camp à Kazimierz.
Entrée dans Varsovie par l'Est. La famille Fumière en Belgique. « 1942, quelque part en Ukraine. Mon ami ist wunderschön. Tausend Dinge möchte ich dir noch sagen. Liebling, wir müssen uns wiedersehen. Es war ja so schön. Athènes. 25 juin 1943, manifestation de rue. Les gens crient, assez d'exécution, la liberté ou la mort. Les Allemands tirent dans la foule, rue Panipistimiou. Belgique.
avec Annie, la vieille amie de maman. Zdeněk et son grand-père. Un repas de noces.